Vous Cône. connaissez le micro magique de Daphné Mais Burki? bien sûr, je connais ça. Ça va changer nos vies. Bah ouais. Cette grande folle aussi, on la connaît bien sûr. Alors, nous allons recevoir Elisa Rojas, qui est avocate et qui milite pour les personnes en situation de handicap. Vous savez, c'est la première femme qui a fait la couve de Marie-Claire en fauteuil roulant. C'est une femme formidable. Je vois très bien qui c'est. Il est 17h, vous venez d'entendre les pipes, les pop de France Inter. Les infos, Elia Bergène. Et encore 2 heures de suspense. Le gouvernement détaille à 19h la vigueur du nouveau tour de vis sanitaire en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. Prise de parole de Jean Castex décalée d'1 heure pour laisser le temps à l'Agence européenne des médicaments de se prononcer sur le vaccin AstraZeneca. 1 heure de plus donc pour trouver les solutions les plus adaptées au territoire. Pour Paris et sa région, Emmanuel Macron veut une nouvelle formule différente des 2 premiers confinements. Une bonne stratégie selon Marie-Aline Bloch. Elle est professeure à l'école des hautes études de santé publique de Rennes. Il faut trouver de nouvelles modalités qui soient avec un compromis entre les problèmes sanitaires et puis les enjeux pour la santé mentale des personnes. On peut toujours, c'est facile, toujours de critiquer a posteriori. On a eu la chance quand même de maîtriser, on le voit, on a eu un plateau pendant plusieurs semaines. On voit que le couvre-feu a quand même fait son effet. Et par contre, on a une remontée à la fois du nombre de cas, mais surtout du nombre de personnes en réanimation. Donc c'est surtout ça qui est un indicateur inquiétant. Donc peut-être à quelques jours près, oui, on aurait peut-être pu agir plus tôt, mais je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose d'agir avant. Et l'acceptabilité aurait risqué de ne pas être très bonne. Marie-Aline Bloch, professeure à l'école des hautes études de santé publique à Rennes, spécialiste de l'organisation du système de santé. Et on le disait donc, pour se décider, le gouvernement attend l'avis de l'Agence européenne des médicaments sur AstraZeneca. Toujours pas de fumée blanche pour l'instant. Conférence de presse imminente pour dire stop ou encore à ce sérum anglo-suédois. Pour le moment, une quinzaine de pays de l'Union, dont la France, suspendent les injections après une trentaine de cas de thrombose sur 5 millions de vaccinés. Cet après-midi, le régulateur britannique assure qu'il n'y a pas de preuve que les vaccins anti-Covid causent des caillots sanguins. De la couverture vaccinale dépendra la jauge imposée au festival cet été. J'ai bon espoir que si nous arrivons à un taux de vaccination important, nous puissions desserrer les taux. Déclaration de Roselyne Bachelot cet après-midi en déplacement dans les Côtes-d'Armor. La ministre de la Culture envisage des formats mi-assis, mi-debout pour les festivals cet été. Je manque encore de visibilité, a-t-elle cependant nuancé. Et en tout cas, quelle que soit l'évolution de l'épidémie, les organisateurs du Salon du Livre annoncent il y a quelques instants l'annulation de l'édition 2021. Cet événement devait se dérouler fin mai à Paris. L'UNEF contre-attaque après les propos de Christophe Castaner ce matin. Le président des députés marcheurs à l'Assemblée a en effet taxé le syndicat étudiant de clientélisme, d'indigénisme en évoquant des réunions interdites aux personnes blanches organisées par l'UNEF. Mais pour le vice-président du syndicat, Adrien Aliénard, il s'agit plutôt de groupes de parole. Ce qui est organisé dans l'UNEF sont des groupes de parole pour les personnes qui sont victimes de discrimination ou d'oppression. Ça se fait pour les femmes, ça se fait pour les personnes homosexuelles, ça se fait également aussi pour les personnes victimes de racisme. Et donc effectivement, l'objectif, c'est que des personnes qui vivent de discrimination puissent effectivement échanger entre elles sur ce qu'elles vivent. Souvent, quand on vit une discrimination, quand on vit une oppression, on a parfois l'impression d'être isolé. Et l'objectif, c'est qu'en fait, des personnes qui peuvent vivre la même chose puissent échanger entre elles. Donc ces réunions, en général, elles ont lieu, c'est des réunions en fait entre militants et entre adhérents de l'UNEF. Elles ont lieu donc souvent chez des personnes et en ce moment, plutôt à distance avec les mesures sanitaires. Le vice-président de l'UNEF, Adrien Aliénard. Le groupe Canal+ dénonce cet après-midi une décision qui contrevient au principe de liberté d'expression. Réaction après la décision du CSA de condamner la chaîne CNews à 200 000 € d'amende suite aux propos d'Éric Zemmour sur les migrants mineurs. Fin septembre, il les avait alors comparés à des violeurs et des assassins. En Allemagne, 314 enfants adolescents victimes de pédocriminels entre 1975 et 2018 dans le diocèse de Cologne. Des faits confirmés, révélés par un rapport indépendant commandé par l'Église catholique aujourd'hui. Le document assure que 202 membres du clergé ou des laïcs sont impliqués dans ces sévices commis principalement sur des garçons. Vladimir Poutine choisit la moquerie pour répondre aux accusations de Joe Biden. C'est celui qui le dit, qui l'est. Voilà ce qu'a affirmé à la lettre ce midi
midi, le président russe, interrogé sur les propos de son homologue américain, qu'il a accusé hier d'être un tueur. Les deux pays ne coupent pas les ponts pour autant. Nous défendrons nos propres intérêts. Nous travaillerons avec les États-Unis aux conditions qui seront avantageuses pour nous, assure Vladimir Poutine aujourd'hui. Ousmane Dembélé, Tanguy Ndombélé de retour en équipe de France de foot. Didier Deschamps dévoile aujourd'hui la liste des joueurs pour les matchs de qualification des Bleus pour le Mondial 2022. Direction Clairefontaine lundi pour les 26 sélectionnés. Ils devront respecter un protocole sanitaire extrêmement strict. La grosse dizaine de cas de Covid chez les rugbymen français pendant le tournoi des 6 Nations est encore dans toutes les têtes. Alors Cédric Guillot, il faut à tout prix éviter ce scénario cauchemar. Les consignes sont toujours aussi strictes et valables pour tous, du staff technique aux joueurs en passant par les intendants de l'équipe de France. Mais elles ne seront pas forcément différentes que lors du dernier rassemblement à la fin 2020, selon le sélectionneur Didier Deschamps. Les consignes sont toujours aussi strictes à partir du moment où tout le monde est réuni. Et quand je dis tout le monde, c'est pas que les joueurs, c'est l'ensemble du staff. Les personnes qui sont dans cette bulle, personne n'en sort et personne ne rentre. Des tests PCR seront également effectués très régulièrement. Un certain nombre de tests à faire avant les matchs pour se déplacer, puisqu'on a évidemment 2 matchs à l'extérieur, donc c'est pas spécialement le ministère, c'est le protocole UEFA qui est strict et tout est calé au niveau logistique pour faire en sorte de limiter, de respecter ce protocole de base qui est indispensable dans la situation sanitaire d'aujourd'hui. Didier Deschamps a retenu 26 joueurs au lieu de 23 habituellement, de façon à anticiper tout forfait éventuel lié à des cas de Covid. Une mésaventure récurrente depuis 1 an chez les Bleus. Cédric Guillot sur France Inter. Et puis un dernier mot pour vous parler de cette conférence de presse de l'Agence européenne des médicaments sur le vaccin AstraZeneca. À l'instant, nos experts sont parvenus à une conclusion scientifique claire. C'est un vaccin sûr et efficace, l'avis des autorités sanitaires européennes. Ce soir sur France Inter, Alice Diop est dans l'heure bleue. 20h, Laura Adler. Auteure, réalisatrice de films documentaires, Alice Diop est notre invitée à l'occasion de son nouveau film magnifique intitulé Nous et présenté dans le cadre du festival Cinéma du Réel. L'heure bleue, l'espace des possibles. Du lundi au jeudi sur France Inter à partir de 20h. Mercedes-Benz. Vous étiez sûr d'attendre des jumeaux et... Félicitations, ce sont des triplés. Vous étiez sûr que ce concert durerait 2 heures et pas 3. Et que c'était une soirée à 2. Chérie, maman vient dîner ce soir. Passer de 2 à 3, ça ne fait pas toujours plaisir. Sauf pour votre Mercedes d'occasion Certified. Jusqu'au 12 avril, elle est garantie non pas 2 mais 3 ans. Oui, 3 ans de garantie. Soyez sûr, soyez Certified. Conditions sur mercedes-benz.fr. France Inter aime... En thérapie, la série événement Arte d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Au lendemain des attentats du 13 novembre, suivez le quotidien d'un psy et de ses patients. Installez-vous, la séance commence. Donc chez toi, il y a ce que tu es venu dire, ce que tu es venu ne pas dire, et puis ce que tu es venu ne surtout pas dire. Ça y est, tu fais ta psy. La série En thérapie, avec Frédéric Pierrot, Mélanie Thierry, Reda Kateb et Carole Bouquet, ce soir sur Arte et déjà en intégralité sur arte.tv, en partenariat avec France Inter. 17h08 sur Inter et on retrouve tout de suite Charline Vanhoenacker et toute l'équipe de Par Jupiter. Bonjour Charline. Bonjour Elia Bergel, 8 minutes déjà, 8 minutes 30 mon Dieu. Mais on va commencer tout de suite parce qu'on a plein de choses à se dire. Non ? Allez, merci Elie, à demain. « 9h, seule Charline est dans le bureau de Par Jupiter. Cas contact, Juliette et Guillaume sont chez eux. Allô, ça oui, marche, Guillaume, je t'entends. Hein. Allô. Non, mais c'est pas un téléphone, Guillaume. Donc, vous êtes là. Oui, alors, c'est un bien grand mot. Enfin, disons, je suis là, déjà. Allô, vous êtes là? Oui, Juliette, on est là, mais c'est relatif. Hein. Bon, écoutez, concentrez-vous un peu, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on reçoit Elisa Rojas, une avocate militante anti-validiste. Rojas, attends, anti-valsiste, tu veux dire? Non, anti-validiste. Le validisme, Guillaume, c'est l'idée que le système est fait et pensé par et pour des personnes valides. Voilà. Mais ça veut dire quoi, valide? Parce que est-ce qu'on valide Gérald Darmanin, par exemple? Attends, mais non. Notre invitée, elle est aussi féministe et égalitariste. Ça veut dire qu'elle ne valide pas Gérald Darmanin.
Allez, encore une emmerdeuse, une bonne femme. Bon, alors, super. elle milite pour qu'on reconnaisse les droits des personnes handicapées, en particulier des femmes. Notez bien, hein, et pour elle, c'est la double peine. Voilà. Oh, elle a l'air géniale, cette Elisa. Mais ouais, en plus, elle est franco-chilienne. El Pueblo. Oh non, c'est pas vrai. Bon, Guillaume, elle a même fait la couve de Marie-Claire cette semaine. Tu vois. Ah bah super, pour parler de quoi? De ses meilleures confitures? Quoi? Mais... Oh, Diego! Quoi? Tu regarderais pas un peu trop de ces news, toi, non? Ah non, mettons une avocate franco-chilienne féministe handicapée, elle est végane aussi ou quoi? Ah, C'est Guillaume, quoi? je crois que la ligne est mauvaise, hein, je ne t'entends plus là. Mais si, non mais attends, on va où là? Ah, ça grésille, Si, je on crois qu'on commence- va être coupé. Non. Si, si. Ah, bah Mais ça je a coupé. Non, je suis là. Allô, vous êtes là encore ou quoi? Oh! Mais ça peut pas avoir grésillé, c'est pas un téléphone! Bonjour la France Inter et bienvenue à l'Agence européenne de la blague qui statue sur l'efficacité du rire. Voici la devise: à ramer en plein péril, on reconfine sans gloire. Voici le sommaire. Le ministre de la Justice voit un de ses souhaits devenir opérationnel depuis aujourd'hui, un moteur de recherche pour mettre en partage les bonnes pratiques judiciaires. Éric Dupond-Moretti, c'est un petit peu la Nadine de Rothschild du savoir-vivre au tribunal. Moi, j'ai un conseil à vous donner. Vous vendez l'entreprise, vous payez vos impôts, vous réglez mes honoraires et vous vous barrez. Ah, c'est ça le conseil. La France entière passe la semaine sur le cul et les nichons de Corinne Maziero. Tant mieux puisqu'ils sont devenus le symbole des intermittents qui se retrouvent à poil. Quant à ses détracteurs, c'est des mon cul sur la commode. Hein. Oh! C'est un scandale! Elle est cul nue, elle est cul nue. Avec le port du masque généralisé et obligatoire et le télétravail, forcément, les ventes de produits maquillage se sont un peu effondrées. Mais ça repart. Moins de bouche, plus de yeux. Les femmes s'adaptent, comme toujours. Et les hommes, ils commentent. Tiens, mets-toi un petit peu de rouge à ongles. Mais j'ai déjà du bleu et du jaune. Non, mais sur les pieds. Ça se verra pas. Mais si, c'est dans la tête. Écoute, c'est vachement important, la beauté intérieure. Et à mes côtés aujourd'hui, quelque part dans Paris, Juliette Arnaud. Avec une équipe que sans voir je devine, une odeur de fromage fondu, le bruit de la limite du bon goût qui explose. Il est là, je le sens, je l'entends, le voici, Aymeric Lomprey. Oui, bonjour. Bonjour Aymeric, ça de va quoi on parle aujourd'hui? Ah là, aujourd'hui j'ai écrit une chronique, vous allez voir, à mon avis ça va bien faire parler dans les chaumières. On se réjouit pour les chaumières. Ensuite, Andy Warhol. Ah, bien sûr. Attendez, excusez-moi. Andy Warhol était... Le Renault blanc. Lui est aussi malin, si ce n'est pire. Charline vous disait. Le roman de renard, il l'a écrit. Il est le renard argenté, Guillaume Meurice. Oui, c'est moi. Bonjour les amis. Alors moi aujourd'hui j'ai appelé Jacques Millard, c'est un des signataires de la lettre qui dénonce l'attitude justement de Corinne Maziero au César et il la dénonce au procureur de la République quitte à passer pour un misogyne. Alors là ça je m'en fous. Voilà, bon il est plus à ça près Jacques, hein. Il y a déjà un gros dossier. Et enfin, j'entends qu'est entrée dans le studio le carillon de celle qu'on n'accusera pas tout de suite d'islamo-gauchisme. Normal, elle est protesto-médiéviste, Clara Dupond-Moretti. Bonjour Juliette, bonjour à tous. On va parler aujourd'hui du livre de notre invité. Oui, car voici celle qui va chauffer l'actualité. Je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes... Elisa Rojas. Yes. France Inter. Charline Vanhoenacker. Juliette Arnaud. Par Jupidémie. Bienvenue Elisa Rojas. Moi je disais Elisa Rojas. Vous êtes franco-chilienne, on va la faire à la française. C'est ça ? Si vous voulez, pas de problème. Elisa, bienvenue parmi nous. Merci. On est très heureux que vous soyez là aujourd'hui. Vous changez le monde, Elisa. On va expliquer à nos auditeurs. Vous êtes avocate au barreau de Paris. Vous vous êtes fait connaître pour avoir rédigé une tribune qui critiquait l'aspect misérabiliste du Téléthon. Vous reprochez à cette opération sa posture dépolitisée et le fait que le Téléthon se résume donc à de la charité, ce qui n'est même pas de la solidarité dans son ensemble. Le 8 mars, vous êtes la première femme en fauteuil roulant à avoir fait la couverture d'un magazine féminin français. C'était Marie-Claire, n'est-ce pas ? Et vous militez. Vous militez en publiant un roman, c'est ça qui est très original, Mister T et moi, publié à La Belle Étoile. Je vais faire laisser Juliette aussi et Clara qui vous ont lu. Allez-y, Juju.
Elisa rencontre. Alors, c'est l'histoire de Elisa qui rencontre T à la fac de droit, où ils étudient pour devenir tous deux avocats. Et elle, Elisa, tombe amoureuse follement. Mais ce sont des amours imaginaires ou à sens unique. Alors, je ne spoile rien, hein, c'est dévoilé dès l'entame du livre. T ne m'aime pas, mais il aime l'amour que je lui porte. Alors, à quoi ça sert l'amour dans ce cas, à part souffrir et à écrire de jolies choses, par exemple le portrait de l'être aimé? Ça sert à se connaître et à se poser des questions neuves comme, et je vous cite Elisa, « Si on oublie la bonne élève méritante handicapée, qui suis-je en réalité ?» Et ça, c'est le vrai récit, c'est le vrai propos de ce livre. Vous découvrez qui vous êtes et nous, lectrices, lecteurs, on découvre qui vous êtes, la vie intime d'une femme qui a la particularité d'être handicapée dans une société pour qui le handicap n'est pas une particularité parmi tant d'autres. Merci de ça. Mais revenons à cette fameuse question. Qui êtes-vous, Elisa, maintenant que ce livre sort ? J'espère que je suis à la fois la même et en même temps on évolue, on avance et on progresse, j'espère, un minimum dans la vie. Donc c'est compliqué parce que je l'ai écrit comme je l'ai vécu. Donc déjà avec une distance importante. Et en plus, je l'ai terminé en 2017 et il est sorti en novembre, ce qui fait qu'il y a aussi eu un décalage à ce niveau-là, oui. Qui fait qu'il s'est passé plein de choses qui m'ont encore plus éloignée de ce que je décrivais à ce moment-là, où j'étais beaucoup plus jeune aussi, même si ça se répartit sur une période de temps assez importante, à peu près 10 ans. Donc voilà, je suis comme tout le monde, à la fois la même et à la fois changeante avec ce qui nous arrive et puis avec les expériences que la vie peuvent modifier ou pas chez vous. Et alors justement, vous venez d'employer le mot distance et à un moment vous écrivez « L'émotion est un moyen de manipulation pour empêcher de penser ». Et c'est vrai que vous écrivez une histoire sentimentale en essayant de tenir l'émotion à distance avec, par exemple, le recours à l'humour, vous refusez carrément la pitié. Vous dites, s'il y a une chose que je détecte au quart de tour, c'est la pitié. Oui, moi je fais partie des gens qui se méfient des émotions, c'est vrai. Je trouve que c'est un mode de manipulation qui est d'ailleurs très utilisé dans l'actualité pour empêcher les gens de réfléchir, justement de se poser 5 minutes et d'essayer de comprendre ce qui est véritablement en train de se passer. Donc je l'ai écrit vraiment en restant fidèle à ce que je suis et dans la vie de tous les jours, j'essaye de faire attention à ça et de ne pas me laisser guider en fait, par mes émotions premières et toujours essayer de prendre le temps de réfléchir à ce qui se passe et à ce que j'ai vraiment envie de dire et envie de faire. Donc, à ce niveau-là, ça me correspond. Et puis, j'ai de la distance, comme vous dites, et j'aime rire, j'aime l'autodérision et je trouve que de toute façon, la vie étant ce qu'elle est, c'est-à-dire totalement... elle n'a pas de sens, en fait, mais c'est déjà de base. À mon avis, c'est quand même le motif de blague le plus inépuisable de la Terre. Il n'y a pas besoin d'humilier les autres, en fait. Il y a juste besoin de constater qu'on est tous embarqués dans ce truc qui n'a absolument aucun sens dès le départ. Donc si ça, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux comme terrain pour se plaisanter et puis rire, parce que c'est bien ce qui nous reste, justement, de pouvoir en rire. Ce qui nous reste, et on va en profiter, je peux vous dire, voilà. Elisa. Oui, juste un tout petit mot sur l'objet de votre amour qui s'appelle donc T, que vous appelez Mister T. Il a des défauts, hein, votre T. Il est radin, c'est un courant d'air. Il n'est pas autant à gauche que vous. Grave péché. Ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas choisi l'animal le plus facile. Et aujourd'hui, alors vous faites aussi l'éloge de ses qualités, c'est très beau comme vous parlez de lui, mais est-ce que après ce livre, après vous lui avoir déclaré votre amour, vous êtes toujours amoureuse de lui ? Ah non. Je pensais que c'était clair dans le livre. Non, mais vous parlez, on va en reparler après dans la chronique. Mais vous voulez qu'il se passe un truc dans cette émission ? Non, qu'est-ce qui se passe ? Mais vous parlez à un moment de nouveaux départs, etc. Mais c'est de vous à vous. Vous parlez moins de vous vers lui, en fait.
Non, voilà, c'est du passé. J'ai vraiment mis un point final avec la discussion importante aux Tuileries, qui d'ailleurs, paradoxalement, est c'était l'une des plus belles journées de ma vie. Franchement, je suis repartie comme une reine. Hein. Honnêtement, celui qui allait le plus mal, c'était lui. Je suis désolée, hein, mais vraiment, c'était pas le but, mais c'était le résultat. Mais en même temps, je trouve que cette question que vous me posez, elle est intéressante parce qu'on me la pose beaucoup. Et je me suis demandé pourquoi on me la posait et qu'est-ce qui me dérangeait dans cette question. Et en fait, ce qui me dérange, c'est qu'au final, les gens veulent que dans la vie, dans la vraie vie, l'histoire se poursuive et qu'il y ait un happy end comme dans les comédies romantiques. Et on m'a vraiment sorti des trucs énormissimes, genre carrément des espoirs de mariage ou des trucs délirants. Du coup, je pense que c'est dommage parce qu'il y a déjà un happy end dans mon livre, c'est de découvrir qu'en fait, on n'a pas besoin d'hommes, déjà. Qu'une femme a autant besoin, une femme a autant besoin d'un homme qu'un poisson d'une bicyclette, comme le dit la fameuse phrase féministe. C'est pas la même chose d'avoir envie d'être avec quelqu'un et d'avoir besoin d'être avec quelqu'un, parce que vous ne pouvez pas exister et être entière et pleine sans être en couple. Et en parlant de féminisme, juste une petite conclusion, vous dites cette phrase magnifique que je reçois, que je comprends: mon féminisme s'arrête aux portes de Sephora. Ce qui est quand même une phrase absolument magnifique. Ah bah ça, il fallait préciser. Et qui est génial. Elisa Rojas est avec nous. Elisa Rojas, pour si vous commandez le livre, hein, Mister T, et moi dites plutôt Rojas comme ça, sinon les gens vont être perdus. Hein. Édition La Belle Étoile, vous écoutez France Inter. Sur un écran géant, ses yeux se ferment. Chercher le garçon, trouver son nom. Chercher le garçon. Réveil tragique succède, un sommeil sans rêve. La forme de son corps ne veut rien dire pour moi. Chercher le garçon, trouver son nom. Chercher le garçon. Taxi Girl, Daniel Darc, cherchez le garçon sur France Inter. Juliette Arnaud, quelque part dans Paris, mon cas contact favori, je vous embrasse, qui est autour de la table et qui est à l'extérieur. Eh bien, j'ai senti qu'il y avait Émeric Lompré et Clara Dupont-Mono et malheureusement Guillaume Meurice. Et donc, je pense que vous allez faire un journal. Bien sûr, voilà. Voici le journal co-présenté avec Guillaume, un journal en partenariat avec En Distanciel Magazine. Je veux apporter cette espèce de joie. Elles sont vues qu'une fois, peut-être deux, peut-être trois, je n'en sais rien. Le journal de presque 17h17. Dis donc, toi, à partir de maintenant, tu vas arrêter l'alcool, hein? Compris? Et on commence par les titres. Oui, dans ce journal, on parlera de la conférence de presse de Jean Castex. Alors, des slips propres, une serviette de bain, 2 chemises. Vous faites quoi, Guillaume, là? Ah bah, je fais ma valise, hein, je me barre à Biarritz, là, c'est sûr, ils vont reconfiner ce soir. Mais donc attendez, on n'en sait rien. En revanche, on parlera de la conférence de presse prévue à 18h qui a été reportée à 19h. Ah bah voilà, bah c'est la preuve. Voilà, ils ont besoin de plus de temps. Allez, je me tire, salut. Allez, mais ciao. non, c'est pour ne pas court-circuiter le point presse de l'Agence européenne du médicament qui a lieu à 18h. Bon, en tout cas, on parlera aussi de l'avis de Macron sur le confinement le week-end. Guillaume! Mais Guillaume, reviens, bon sang! C'est impossible. Reconnectez-moi tout de suite à Guillaume.
Ok, c'est bon, j'attends un peu. Allez, on commence avec l'actu politique internationale du jour. Oui, le président des États-Unis, Joe Biden, a déclaré au sujet de Vladimir Poutine « C'est un tueur ». Ce à quoi Poutine lui a répondu, et là c'est véridique, dépêche AFP, je cite... C'est celui qui le dit qui y est. Oui, on est sur un très bon niveau de diplomatie qui nous rappelle les plus grandes heures du CM2. Attendez, Charline, je crois que Biden vient de répondre à Poutine. On l'écoute. D'accord, oui. Le niveau monte, le niveau monte. Oui, selon des proches d'Emmanuel Macron, il douterait de l'efficacité d'un confinement le week-end. Oui, et selon les Français, les citoyens douteraient de l'efficacité d'un Emmanuel Macron le week-end et la semaine aussi, tout le temps en fait. Média maintenant, le CSA pourrait prochainement bloquer plusieurs sites pornographiques. Alors ça, c'est une très bonne chose. Mardi soir, je suis tombé sur un porno vraiment dans lequel Bruno Jeudi faisait une fellation à Jean Castex, extrêmement gênant. Mais non, c'était pas un site porno, c'était BFM TV. Ah, d'accord, autant pour moi. Il faut dire que ça ressemblait vachement. Oui, enfin, quand même politique française. Toujours un vif échange a eu lieu hier au Sénat. Ah bah oui. Alors, attendez, j'ai pas fini l'info là, attendez. Bah si, il s'est passé quelque chose au Sénat. Déjà, ça c'est une info, Charles. Oui, alors ça c'est vrai. Mais il s'agit de la sénatrice Laurence Rossignol, qui a demandé la révocation de Georges Tron, le maire de Draveil, condamné à de la prison ferme pour agression sexuelle. Et qui a répondu à Laurence Rossignol? Éric Dupond-Moretti, qui est l'ancien avocat de Georges Tron. Oh, c'est bien foutu la séparation des pouvoirs, hein. Vous verrez qu'un jour il y aura un ex de Rothschild directement à l'Élysée, hein. Ouais. Ouais, on enchaîne. Allez, on enchaîne, c'est mieux. Allez. Attendez, Charline, je crois qu'on vient de recevoir la réponse à la réponse de Joe Biden à Poutine. On l'écoute tout de suite. Oh là là, oui, c'est l'escalade. C'est l'escalade. Sur France Inter ce matin, Bruno Retailleau a dénoncé les réunions organisées par le syndicat UNEF dans lesquelles les Blancs sont interdits. Oui, alors qu'une bonne réunion en non-mixité, on l'a dit, c'est une réunion où il y a au contraire que des Blancs. Et ça s'appelle un congrès de les Républicains. Science maintenant, des études ont démontré que faire des micro-coupures de 5 minutes au bureau rendrait plus performant. Oui, et quand on écoute les chroniques d'Aymeric Lompré, on se rend compte qu'en revanche, ne bosser que 5 minutes dans une journée de travail rend moins performant. Technologie à présent, Google a sorti Nest Hub, un assistant vocal capable d'analyser le sommeil de ses utilisateurs. Oui, et je crois qu'on l'a installé chez Roselyne Bachelot. Vous dormez depuis le 6 juillet 2020. Il est temps de vous réveiller. C'est dingue, ça marche hyper bien ce truc. Attendez, Charline, je crois qu'on a des nouvelles de la guerre Joe Biden-Poutine. On écoute la réponse à la réponse de la réponse de Poutine. Ça prend des proportions de... Oh là là. Merci beaucoup Guillaume pour ces informations, c'est fait froid dans le dos. Elisa Rojas est en notre compagnie et on va aborder ce premier thème. Vous êtes avocate au barreau de Paris aussi, en plus d'être militante et de changer le monde, on le dit. En arrivant au ministère de la Justice, Éric Dupond-Moretti a émis un premier souhait, mettre en place un moteur de recherche participatif des bonnes pratiques judiciaires. Donc c'est une sorte de Google judiciaire pour s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et améliorer de façon accélérée le quotidien de la justice, nous promet-il. Alors c'est une idée née de son expérience d'avocat, sans doute, une corporation qui a ses chapelles, qui serait donc tout ça mis en commun pour une fois. Mais qu'est-ce qu'une bonne pratique, par exemple pour un avocat? Est-ce que c'est celle qui permet tout simplement d'obtenir gain de cause? Donc vous êtes là tous les deux en train de dîner, dispute éclate, une dispute terrible. Terrible. Bon, pourquoi la dispute, on verra après. En tout cas, elle a tort. Et comme elle sait bien qu'elle a tort, elle vous insulte. Vous perdez patience. Elle est comme une bête en furie. Vous avez le couteau à la main pour couper du pain, pardi. Pardi, oui. Et alors, elle, emportée par sa colère malfaisante et elle buvait votre femme? Oula. Beaucoup? Oula, pire. Il y a des témoins? Ah bah, tout le village vous le dira, il était saoul du matin au soir. Ah, je les tiens, les jurés. Jacques Villeray, André Dussolier, dans Un crime au paradis, un film de Jean Becker. C'est Le Figaro qui nous informe qu'aujourd'hui, Éric Dupond-Moretti inaugure cette plateforme où les professions de justice partagent leurs bonnes pratiques. J'ai noté 2 exemples, la cession des scellés inutiles à des associations caritatives ou les rappels d'audience par SMS. Bon, il y a de tout. Est-ce que vous avez été mise au courant en tant qu'avocate, Elisa Rojas, de cette nouvelle plateforme? Est-ce que c'est révolutionnaire?
Franchement, entre ce matin et là, j'ai pas eu le temps de me faire une idée hyper pertinente de l'importance de cette mesure. Mais vous étiez au courant? On en parle un petit peu ou c'est pas important? J'ai lu le lien du Figaro que vous m'avez filé, j'ai rien compris. Ah bah voilà. Donc, faut dire que Éric Dupond-Moretti communique super bien parce qu'on n'a rien pigé. Non, mais après, voilà, je suis peut-être aussi un peu KO et je fais beaucoup de choses en ce moment, donc ça m'aura peut-être échappé. Si ça leur sert à quelque chose, tant mieux. Ouais. J'espère qu'au niveau de ces bonnes pratiques, il y a des choses sur l'accessibilité, ça pourrait être intéressant. J'allais vous demander, exemple, quelles seraient vos bonnes pratiques? Les justiciables, là, je pourrais pas vous faire un truc exhaustif, mais en tout cas, c'est un thème qui mériterait de faire l'objet d'une fiche, à mon avis, peut-être même de plus d'une fiche. Mais après, la justice, elle a surtout besoin de moyens, de vrais moyens financiers et humains pour pouvoir être rendue dans de bonnes conditions. Donc, je pense pas que ces fiches-là suffiront à régler le problème. Vous racontez dans votre livre combien est-ce que vous heurtez sans arrêt aux escaliers, aux marches, que ce soit de la faculté de droit, que ce soit le palais de justice. Et d'ailleurs, Mister T, l'objet de votre amour, doit vous porter dans ces cas-là, ce qui est assez beau comme scène. Mais du coup, est-ce que j'imagine qu'un de vos souhaits, par exemple, ce serait que ces endroits-là, fac de droit, palais de justice, soient accessibles aux chaises roulantes? Évidemment qu'il faut que le service public de la justice soit accessible intégralement, parce que c'est le service public de la justice. Par contre, il ne me portait pas dans ces circonstances-là, heureusement pour moi. C'était quand on sortait et qu'on faisait des choses comme aller au cinéma, et ne serait-ce que déjà aller au cinéma, c'est pas forcément quelque chose de si évident que ça quand on est en fauteuil. Donc, à la fac de droit, il vous porte? Oui, il me porte une fois. La première fois? Ouais, exactement. Oui, c'est vrai, parce que à Paris 1, justement, l'accessibilité était une difficulté à ce moment-là. Je crois pas qu'elle soit totalement résolue dans les locaux anciens de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, qui sont des locaux qui sont d'ailleurs des locaux historiques. Mais oui, clairement, que ce soit au niveau de la scolarité, c'est-à-dire de l'éducation nationale et de la justice, il y a des bâtiments qui restent très très difficiles d'accès et c'est pas normal dans un pays comme la France d'avoir deux services publics de première importance qui ne sont pas accessibles aux personnes handicapées. Rapidement, à Radio France, l'accessibilité, ça s'est bien passé tout à l'heure, Elisa? Ça m'a l'air assez neuf quand même, comme construction. Pour le moment, je trouve que globalement ça va, mais après il faudrait demander à des personnes qui ont d'autres types de handicap que moi de faire un audit. On va faire un audit, c'est une bonne idée, tiens. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus complexe à Paris, les locaux de Radio France. Il y a pire. Il y a par exemple la Cour d'appel de Paris. Qui, vous savez, qui est dans l'ancien palais de justice, donc, mais qui fonctionne encore pour beaucoup d'affaires et qui est un très très vieux bâtiment et qui n'est pas accessible. Elisa Rojas, il fait un audit de la société aussi, on peut le dire. Oui, si. Il essaye. Émeric Lompré, bien sûr. Bonjour à tous, vous allez bien? Oui. J'ai rien entendu. Bon, moi je suis un peu fatigué. J'ai le Covid. Je déconne. Non, j'ai fait la fiesta hier. Bah oui, parce que hier c'était mon anniversaire. Je viens de fêter mes 9 ans. Non, je sais, je fais plus, mais c'est parce que je suis age fluid. C'est comme gender fluid, mais pour l'âge. Ça veut dire que je peux choisir mon âge, quoi. C'est pratique parce que du coup, j'ai quasi le même âge que ma copine. Elle a 10 ans, c'est une cougar. Et pour mon anniversaire, mes amis m'ont offert le livre de Guillaume Meurice. J'étais là, oh les bâtards, putain, moi qui adore lire en plus. Et en fait, c'était une farce. Ils avaient creusé l'intérieur pour y cacher un vrai livre. J'ai vraiment les meilleurs amis du monde, putain. Ça va, Guigui, il marche bien ton livre? Ça va. Guillaume Musso que je l'appelle maintenant. Putain. T'es qu'à contact. Quand je pense que c'est toi qui as léché tous les termes de la vente par correspondance. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les ayants droit. Et d'ailleurs, moi aussi j'ai écrit un livre sur les dessous de Par Jupiter. C'est un livre, en fait, ça va parler des slips de Charline. Et alors, pour le titre, j'hésite encore entre Les Misérables et Voyage au bout de la nuit, ou L'écume des jours. De toute façon, ça marche avec tout, hein. Le rouge et le noir, La gloire de mon père, 100 ans de solitude. Allez, on est. Je m'en fous, je les montrerai à Bruno Retailleau et pas à vous. Allez, bam. Bon, allez, je fais la chronique, c'est parti. Vous êtes chaud?
Ouais, plus ou moins là maintenant. Bon, bah ça tombe bien parce que de toute façon, j'ai pas de chronique, quoi. Donc, Très bien. Allez, on passe à autre chose. Non, mais c'est parce que j'ai bu hier. Voilà. voilà. Non, mais ça va, on a tous le droit de faire au moins de la merde une fois par an. Hein. Regardez le gouvernement. Par contre, eux, faudra les prévenir qu'un an, c'est pas 24 heures. Putain, le gouvernement, ils font de la merde tous les jours. C'est un peu le Willy Wonka du caca, quoi. C'est à la différence que nous, on n'a pas besoin de tickets d'or pour voir comment c'est produit. Bah, la recette n'est pas secrète. Tous les jours, depuis un an, ils viennent à la télé et ils montent leur production du jour. Bonjour, vous inquiétez pas, le Covid ne viendra pas en France. À demain. Salut. Hey, désolé, le Covid est là, mais le masque ne sert à rien. À demain. Hey, les masques est obligatoire. Par contre, désolé, on les a tous brûlés. Ciao. Yo. À partir de maintenant, tout le monde se confine. Salut la team. Ce confinement, il sert à rien. Par contre, on va faire un couvre-feu de 2 semaines. Salut. Finalement, ça va durer 7 mois. À demain. Salut les gros. Vous en faites pas, on a des vaccins. Buenos dias. On n'a pas assez de vaccins. Putain, ils sont vraiment à la ramasse, les mecs. Moi, je pense que si Macron avait su ce qui allait lui arriver, il serait jamais présenté. Il aurait été là. En plus, je dois changer ma femme. Non, mais. Non. Mais ça, on a dit non. Mais en même temps, à l'inverse. Non, mais voilà. Je m'excuse. Non, mais à l'inverse, si on avait su ce qui allait se passer, on n'aurait pas voté pour Macron, quoi. Putain, non, mais c'est mon 2e anniversaire sous Covid. Et c'est pas fini. Hein. Là, on vient de trouver un variant breton. Alors lui, apparemment, il est indétectable. Pourtant, c'est simple. Tu lui donnes une petite voiture au variant. S'il va dans le fossé, c'est qu'il est breton. Non, mais c'est fou tous ces variants. Bientôt, il y aura le variant ch'ti. Il ira voir les autres variants. Comment qu'on fait pour rentrer dans le nez? Bon, bah tant pis, je vais à Pôle emploi. Celui-là, il est super dangereux. Celui-là, il fait tomber les dents et tu tombes enceinte. Le variant du Havre. Alors lui, il se propage très très vite parce qu'il veut pas rester au Havre. Il y a le variant parisien. Lui, c'est un connard. Hein. Toujours bien habillé, mais il veut jamais sucer. Il y a le variant du Cap Ferré, c'est comme le variant parisien, mais lui il est mal habillé. Après il y a le... Attendez, non. Je crois que je suis en train de régler mes comptes, ça n'a rien à voir. Mais il faut que tout ça cesse, quoi. Il est hors de question que je fasse un 3e anniversaire sous Covid. Pour moi la solution c'est, il faudrait qu'il y ait un variant du livre de Guillaume Meurice. Comme ça personne l'aura. Merci de m'avoir écouté. On va donner le titre peut-être. Le roi n'avait pas ri. Jean-Claude Lattès. Dites merci à Aymeric Lompré pour cette promo incroyable. Merci, une très belle pub. Merci Aymeric. Y a pas de quoi. Entre camarades. Non, c'est pas de je vais te casser la l'entre-soi. gueule quand même. C'est pas de l'entre-soi, c'est de la camaraderie, de la solidarité. Appelez ça comme vous voulez. Vous êtes sur France Inter. They've been saying you're sophisticated. They're complaining, overeducated. You are saying all the words I'm dreaming. Say it after me. Say it after me. They will blame us
Adults are talking. C'est pas nous, ça, c'est pas nous. Elisa Rojas est en notre compagnie. Elle publie Mister T et moi, édition La Belle Étoile. Elisa Rojas, militante féministe et militante pour les personnes en situation de handicap. Elisa, est-ce que la couverture de Marie-Claire, la médiatisation, vous devenez une icône si, complètement. Là, on dit qu'il ne faut rien exagérer. Là. Si, je vous dis, à Radio France, vous êtes une icône. Tout le monde me dit, tu as Elisa Rojas, tu l'embrasses très fort, elle est formidable. Ça change le regard que les gens portent sur vous, cette médiatisation ? Je ne saurais pas vous dire, j'espère pas trop, mais honnêtement... je pense qu'il faut pas exagérer les choses. C'est pas mon genre. Je ne change pas le monde du tout. J'apporte une petite pierre à un édifice très grand et où il reste encore beaucoup de choses à faire. Après, il me semblait que ce projet-là était intéressant, qu'il avait une cohérence politique, y compris dans le choix des autres femmes qui ont fait la couverture. Voilà, je pense que vous en entendez beaucoup parler parce qu'il y a un partenariat France Inter, Marie-Claire aussi peut-être. Pas que je ne sais pas. Mais voilà, donc je suis très contente que ça fasse plaisir aux personnes concernées parce que c'est aussi important qu'on soit présent partout puisqu'on fait partie de la société. Mais après, au-delà de ça, je sais très bien aussi que politiquement, ça ne change pas la vie concrètement des personnes concernées. Je suis sûre, ça avance. Restons positifs. Enfin, positif, mais pas au Covid, mais positif partout ailleurs. Faire gaffe en ce moment. Guillaume Meurice. Oui. Alors, qu'est-ce L'heure est grave, les amis, l'heure est très très grave. Il y a une nana qui s'est foutue à poil au César. Voilà, je vous en parle avec, de l'émotion dans la voix. C'est pour ça que je suis chez moi, hein. Je suis pas qu'à contact, je flippe, c'est tout. Corinne Massiero a montré sa schneck à Gérard Jugnot et Fanny Ardant. Voilà, c'est terrible, je peux pas vous le dire autrement. Et il y avait plein de téléspectateurs qui voyaient donc pour la première fois quelque chose de choquant à la télévision, parce que ça n'arrive jamais à la télévision de voir quelque chose de choquant. En tout cas, plus depuis que Juliette Arnaud a arrêté de présenter Interville avec Nagui. Alors, heureusement, il y a eu des réactions politiques. Il y a 10 parlementaires qui ont fait un signalement au procureur de la République, puisqu'en ce moment, coup de bol, ils ont que ça à foutre. Il n'y a pas une grosse actu, pas comme s'il y avait une pandémie mondiale, sinon c'est vrai que ça aurait été un petit peu déplacé. Donc, j'ai appelé un des 10 signataires, il est maire de Maisons-Laffitte et membre honoraire du Parlement, il s'appelle Jacques Millard. C'est un héros de la nation, un soldat du bon goût, et il est très en colère. C'est franchement une insulte à l'intelligence à la fois du cinéma français et des acteurs. Donc un grand coup de gueule de la part des députés qui rappellent qu'il y a un certain nombre de principes du code pénal qui peuvent s'appliquer. Est-ce que c'est pas disproportionné quand même ? Ce texte Ce que c'est disproportionné, c'est effectivement ce striptease vulgaire. Ça vous a choqué autant que ça ? Je vous le dis, c'est une insulte au génie cinématographique français. C'est Jean Gabin qu'on a assassiné, c'est Truffaut qu'on a crucifié, c'est Danny Boone qu'on a persécuté samedi soir sur la scène des Césars. C'est évidemment l'émotion qui domine encore aujourd'hui face à cette attaque. Je vous le rappelle, on a vu le pubis de Corinne Massiero à la télé. Alors évidemment, la réponse ne peut être que judiciaire. Normalement, il y a un article du code pénal qui censure ce genre de choses. Dans le texte, c'est marqué 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende quand même le risque. Oui, ce serait pas mal. Ça permettrait à cet artiste justement faire, je dirais, des scènes de ce type devant ses coreligionnaires un peu aux frais. Voilà, c'est ça qu'on lui souhaite. On souhaite vraiment ça pour la société, que Corinne Massiero se retrouve en prison pour ces faits d'une rare violence, puisque je vous le rappelle, et c'est l'information de la semaine, c'est pas la peine de tenter des diversions en parlant de coronavirus, chômage de masse. Non, Corinne Massiero a montré son cul sur Canal+. Alors, attention, en ce qui concerne la nudité, il convient d'être toujours dans la nuance. Et alors là, ça tombe plutôt bien parce que Jacques, la nuance, c'est sa principale qualité. Bien sûr, il ne s'agit pas de condamner la nudité. Nous, les hommes, on y est sensible à la nudité féminine. Et on pourrait même dire qu'on aime beaucoup voir, je dirais, nos femmes préférées en petit appareil. Voilà, il s'agit bien évidemment de nos femmes préférées. C'est nos femmes préférées. C'est seulement, on pourrait dire, notre top 10 de femmes qu'on aime voir nues. Voilà, c'est ça qu'il faut préciser. C'est ça qu'il faut dire. Il faut bien sûr préciser encore. C'est pas la nudité en soi qui est choquante, c'est la mise en scène de cette nudité qui effectivement est choquante. Mais une nana à poil qui porte un message, est-ce qu'on n'a pas vu ça plein de fois dans la publicité, par exemple ? Oui, il y en a eu.
notamment la fameuse publicité en disant j'enlève le haut et demain j'enlève le bas, et qu'elle s'était tournée. Mais c'était fait de manière esthétique. Franchement, on n'a pas trouvé que c'était très esthétique. Il est là le problème. On n'est pas contre les nanas qui se foutent à poil, même avec un message, mais il faut que ce soit esthétique. Si elle a du yaourt sur les seins avec un slogan pour les produits laitiers, c'est ok. C'est quand même pas compliqué à comprendre. C'est ça le truc. Non mais voilà, c'est ça le truc que vous voulez pas piger, les zouzes. Donc mon conseil, si vous avez un doute, vous demandez à Jacques Millard s'il trouve ça esthétique. Voilà, comme ça on n'aura plus de problème. C'est important. Et si ça avait été un mec, tiens. Ça aurait été la même chose. Il y a un mec qui l'a fait au Molière et il me semble pas vous avoir entendu. Non, en réalité, c'est pas la nudité qui est choquante. C'est la manière dont ça a été présenté et dans des conditions qui sont grotesques. Ah oui, mais là au Molière, c'était la même chose. Hein. Il s'est foutu à poil sur scène devant tout le monde. Oui, d'accord, mais c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. C'est alors d'être tout nu qui est choquant. C'est tout ce que ça voulait porter comme message. Voilà, c'est pas la nudité, c'est le message. C'est le fait qu'une femme, d'un coup, elle décide de disposer librement de son corps. Déjà, non. D'où? Non. Non. Hein? Et en plus, pour avoir des revendications, non, mais on va où? C'est quoi le délire, là? La nudité esthétique à message, c'est un truc de bonhomme. C'est comme ça, c'est comme le tuning ou la pratique du pouvoir. C'est un truc qui est dans nos gènes, d'accord? C'est plus esthétique, les mecs à poil, c'est comme ça. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne fais pas de la publicité pour l'homosexualité. Jacques non plus, puisqu'il avait dit il y a quelque temps, je le cite, l'homosexualité est une perversion, n'est-ce pas Jacques? Oh, vous savez, de temps en temps, il faut savoir pousser les lignes, mais bon, je revendique le franc-parler, je revendique parfois le politiquement incorrect. Est-ce que c'était pas vulgaire d'avoir dit ça finalement? Oh, les petites phrases, il faut toujours parfois en dire, et je ne suis pas un salonnard. Voilà, ce n'est pas un salonnard, Jacques, car je vous rappelle que voilà, c'est un élu de la République et membre honoraire du Parlement, honoraire qui vient de honneur. Celui des politiques, serait peut-être mieux placé s'il prenait enfin compte de la souffrance des gens en situation de précarité, parce qu'à ce rythme-là, on va tous bientôt se retrouver à poil. Ouh là là, Guillaume Meurice, c'est sky is the limit. Elisa Rojas est en train de bouillir. Vous allez pouvoir répondre, Elisa, car Corinne Maziero a répondu à ses détracteurs. Ma force, c'est d'être vulgaire. Et vous l'avez dit, Guillaume, plusieurs élus, les Républicains, ont écrit au procureur pour signaler un délit, le délit d'exhibition sexuelle. À poil le bébé, à poil la babysitter, à poil les voisins, je tourne les pages, à poil la mamie, à poil le chien, à poil la maîtresse. Vous voyez, c'est bien pour l'autorité des professeurs. À poil la chanteuse, nous avons à poil le docteur, à poil le président directeur général. Bah oui, bien sûr. Il y a un moment où il va falloir qu'à Paris, on atterrisse un petit peu sur ce qui est en train de se faire dans ce pays. C'était Jeff, Jean-François Copé, suite à l'apparition d'un livre pour enfants avec des gens tout nus dedans. Elisa Rojas, vous aviez envie justement d'aborder ce sujet. Je vous ai vu trépigner pendant le sujet de Guillaume. Je vous laisse réagir, Elisa. Non, mais bon, on a un winner, je pense que là... On a un grand champion. C'est un grand champion. C'est pitoyable d'avoir du temps à perdre dans une saisine comme celle-là. Moi, je dis respect à Corinne Maziero, respect à ce qu'elle défend, respect à son action qu'elle a très bien expliqué elle-même d'ailleurs. Je pense qu'il faut l'écouter. Et respect à son corps, parce que tous les corps sont valables, pas seulement ceux que ce monsieur trouve à son goût, mais en fait tous les corps humains ont le droit d'exister. Et c'est quand même hallucinant et hypocrite de la part de ces gens, alors même que, comme vous l'avez rappelé vous-même, le cinéma et la publicité sont pleins en fait de corps de femmes qui ne sont là que pour satisfaire le désir des hommes, de corps ensanglantés, de corps violés, de corps massacrés, comme dans la vie d'ailleurs, et ça dérange personne. Et qu'une femme fasse une action politique comme celle-là, là tout d'un coup ça devient le scandale. Je trouve que évidemment c'est pitoyable en fait, et c'est un peu triste pour notre pays. Il faut savoir que Jacques Millard est super bien gaulé lui, donc il peut se permettre de... Vous confirmez, Guillaume, il est... Pas le physique. Ouais, on s'en fout en fait. On s'en fout de comment il est gaulé. On s'en fout de vraiment. C'est ce qu'il raconte. C'est ça n'a ni queue ni tête. Et c'est triste en fait. Corinne Maziero dit si ça vous gêne, posez-vous la question pourquoi ça vous gêne. Exactement. Mais elle a raison. C'est pour ça. Franchement, elle a très bien expliqué à plusieurs reprises ce qu'elle a fait et c'est important qu'elle le fasse. Et puis dans cette cérémonie que j'ai envie d'appeler la cérémonie du malaise, parce que vraiment c'est
très particulier quand même, les Césars. C'est très pénible, ça dure très longtemps. Et moi, j'ai toujours pas compris en fait comment ils arrivent à organiser un truc qui repose sur le malaise, entouré de malaise, enrobé de malaise, poudré de malaise. Au total, on est juste pas bien en fait. Et alors que en plus politiquement, il y avait des choses à faire et notamment une rupture à marquer par rapport au scandale de l'année dernière. Et d'ailleurs, quand Adèle Haenel, qui a eu raison de le faire également, s'est levée pour partir au moment où un pédocriminel a été récompensé, on lui a aussi dit que ça ne se faisait pas, que ce n'était pas bien. Là, il y a tous les papas qui s'amènent et qui viennent t'expliquer la vie pour te dire ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Mais non, en fait, ce qu'elles font, ça se fait. Et il faut de plus en plus se donner la liberté en tant que femme de faire ce genre de choses. Et Elisa Rojas elle y va contre le patriarcat, vous avez bien compris. Et justement... d'ailleurs, je voulais répondre à Guillaume Maurice. Je ne suis pas encore végane. Je mange des mecs comme Guillaume Maurice au petit déjeuner. Merci beaucoup, Guillaume. Heureusement que c'est pour ça que je ne suis pas venue, j'ai peur. Heureusement que vous êtes là. Clara Dupont-Mono, Mister T et moi. Et oui, Elisa Rojas, puisque je le dis avec l'accent. Vous êtes donc tombée amoureuse de votre meilleure amie. C'est ce que vous racontez dans votre livre Mister T et moi. Alors, avec ce sujet-là, une femme qui tombe amoureuse de son meilleur ami, si on était dans une comédie romantique américaine, à la fin du film, vous vous seriez embrassés dans un centre commercial un soir de Noël, sous les yeux humides des badauds qui auraient forcément applaudi. Et puis, si on était dans une pièce de Racine, vous vous seriez noyé en essayant de sauver votre ami de la noyade et il aurait vécu avec une telle culpabilité qu'il aurait fini par se suicider. Mais dans votre livre, qui reflète plutôt la vraie vie, vous prenez un râteau. C'est beaucoup plus simple et néanmoins, votre livre, il est en trompe-l'œil. Parce que, en fait, il ne parle pas uniquement d'un amour éprouvé pour un ami, il parle surtout du désamour éprouvé pour soi. Vos sentiments pour Mister T en réveillent d'autres et qui ne sont pas toujours confortables envers vous-même. Et il y en a notamment un qui est un très beau sujet littéraire, qui est le sentiment de la laideur. Vous dites « Le mal est fait, je me dégoûte physiquement, je n'arrive plus à me regarder en entier dans un miroir sans avoir envie de pleurer. Tout est tordu chez moi. » D'où d'ailleurs le fait d'être toujours la bonne copine avec les garçons, car ne vous sentant pas jolie, l'enjeu de la séduction, il est gommé d'emblée. Pourtant, avant, lorsque vous étiez petite fille, vous ne vous sentiez pas laide. Avant les opérations, avant les cicatrices, que progressivement vous n'avez plus supporté, avant surtout le regard crucifiant des autres qui, sans arrêt, associent le mot handicapé avec le mot moche. Et ce sentiment de hideur, comme vous l'écrivez, il est à la fois poignant et très intéressant. En 2007, l'écrivain Umberto Eco a écrit un livre qui s'appelle « Histoire de la laideur », que du coup j'ai refeuilleté après avoir lu le vôtre. Et dedans, il rappelle deux choses que votre histoire, sans le vouloir, illustre et confirme. D'abord que l'appréciation esthétique dépend de l'époque. Il n'y a pas de beau ou de laid sans une société qui en indique le curseur. Par exemple, le Moyen-Âge trouvait que la maigreur était repoussante, parce que synonyme de maladie. En 2021, un paysan médiéval qui assisterait à un défilé haute couture, il apparaît le SAMU. Vous voyez, parce que du coup, la maigreur aujourd'hui, elle est glorifiée, alors qu'avant, c'était vécu comme quelque chose qu'il fallait fuir. Le curseur d'aujourd'hui, ce sont les valides, dans une société qui écarte les handicapés, pire, qui a décidé qu'en tant que femme, vous ne pouviez pas exister. Et puis la deuxième chose que relève Umberto Eco, et à laquelle vous vous heurtez, ce sont les projections d'autrui sur vous. Vous écrivez « Je réalise douloureusement que les gens m'associent à tout ce qui leur fait peur, la difformité, la laideur, la souffrance morale et physique, la maladie, la mort. » Eh bien, 132 ans avant vous, dans Le crépuscule des idoles, Nietzsche, cité par Eco, ne dit pas autre chose quand il demande « Qui l'homme est-il ici ?» Mais il n'y a à cela aucun doute, l'abaissement de son type. Vous voilà donc, vous, Elisa, page blanche, malgré vous, sur laquelle les autres projettent leur crainte de la diminution. Mais là où vous êtes très forte, c'est que, paradoxalement, c'est l'échec avec Mister T qui, soudain, vous fait dire non.
qui soudain vous enhardit et vous pousse à vous sentir femme. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, vous choisissez votre regard et non pas celui des autres. Et vous dites cette phrase très belle, vous dites « Désormais, dans le miroir, je me vois vraiment et en fait, je me trouve belle ». Quelle magnifique déclaration d'indépendance et d'existence. Je vous redonne les références. Mister T et moi, d'Elisa Rojas, est paru à La Belle Étoile. Merci Clara Dupont-Mono. C'est drôle parce qu'en fait, ça rejoint le sujet précédent. C'est-à-dire que ça se croise et c'était totalement volontaire de ma part, sans avoir les références que vous avez, d'interroger ce que c'est que le beau. Qui définit la beauté? Qui dit quelle femme est belle, quelle femme ne l'est pas? En fait, c'est le patriarcat et plus largement, ce sont les dominants qui disent quels sont les canons. Et bien sûr, l'erreur, c'est de croire que c'est objectif, que ça repose sur des éléments objectifs et que ce n'est pas contestable. En réalité, c'est contestable, c'est totalement subjectif et vous pouvez totalement tout revoir et avoir votre propre définition de la beauté. Et si vous avez envie de dire, et surtout quand vous êtes une minorité, c'est un acte très poétique, si vous avez envie de dire, moi, j'emmerde les canons et je ne tiendrai pas compte des gens comme ce monsieur qui a été interrogé et j'ai envie de dire que je me sens bien et que je suis belle, je le dis et voilà. Et si Corinne Massiero, elle a le droit de dire que sa force c'est d'être moche si elle le voit comme ça, mais moi je pense que en fait la beauté ou la mocheté, ça n'existe pas en soi. Il n'y a rien qui est naturel ou il n'y a rien qui va de soi. En réalité, ce sont des choses qu'il faut interroger et redéfinir parce que ce qui est triste, c'est que ça ne rend personne heureux. Même pas ceux qui correspondent au canon et qui vivent dans la peur de s'en éloigner ou qui vivent dans la peur d'être constamment réduits à ça. En plus, ils sont très minoritaires. Ça, c'est aussi très drôle à relever parce que, en fait, les gens parfaits, on va dire, au regard des canons physiquement, ils sont très peu nombreux. C'est vrai qu'on est minoritaire. Ils sont très... voilà. Ils sont très vrai, peu nombreux et on les prend pour référence. Et on nous dit c'est à eux qu'il faut ressembler, ce qui est totalement... parce qu'il y a un non-sens, en fait. On ne peut pas ressembler à des gens qui sont déjà ultra minoritaires et pourtant on a cette réalité totalement déformée et amplifiée par le fait que c'est ce que véhiculent les médias et puis la publicité, le cinéma, etc. Elisa Rojas, Juliette Arnaud, vous avez un questionnaire de Parjupy-Proust où vous pourrez glisser une question sur le maquillage si vous voulez. Vous aviez prévu un sujet là-dessus. On manque de temps, mais questionnaire Jupy-Proust. Sur l'échelle de l'Acquitator, 10 étant bien sûr Éric Dupond-Moretti et 0 l'avocat de Louis XVI, à combien vous situez-vous 7,5. Ouais. Quel chili préférez-vous? Le chili con carne, qui n'est pas vraiment chilien, ou chili González, qui n'est pas vraiment chilien non plus? Chili González? Oh non, c'est qui? Je vous enverrai un 10. D'accord, excusez-moi. Non, c'est pas... Je pense que ça peut vous plaire. Question patriotique. Au niveau de la représentation du handicap, j'ai l'impression que les médias français déchirent ou c'est mes yeux? Vous pouvez me répondre que c'est mes yeux, je suis myope et j'ai pas de lunettes. Je pense qu'on a un gros problème de représentation en France. Et voilà, et on espère que à force de le dire, de le répéter, de l'expliquer, ça va pouvoir bouger à un moment donné et progresser dans le bon sens. On croise les doigts. Une dernière question. Votre avocat de fiction préféré, est-ce que c'est Ali McBeal, l'avocate dont les jupes raccourcissent quand elle a le seum, ou Daredevil, le super-héros avocat et aveugle, donc handicapé? C'est Rebecca Bunch en fait. C'est l'héroïne de Crazy Ex-Girlfriends maintenant. Je dirais que c'est vraiment mon avocate préférée. Mais vous avez tellement raison. Oui, elle est mieux qu'Ali McBeal, vraiment. Mais bien sûr qu'elle est mieux. Elle est géniale. Et voilà, il faut voir cette série parce qu'elle est très intelligemment faite et voilà. Et très réaliste aussi sur le travail, sur ce que c'est que d'avoir un travail hyper rationnel et puis en même temps une vie très, où elle a son monde intérieur qui est très spécial et qui n'a rien à voir en fait avec ce qu'elle fait au quotidien. Non, il y a beaucoup de choses très bien vues dans cette série. Et sur la maladie mentale? Oui, tout également. à fait, exactement. C'est hyper subtil. Mais on aurait dû faire un sujet là-dessus en fait. Merci Juliette Arnaud.
Merci Elisa Rojas. Je rappelle Mister T et moi, c'est paru à la Belle Étoile. On vous remercie beaucoup et on vous soutient dans tous vos combats, toutes vos luttes. Je voudrais remercier les équipes techniques de Radio France qui ont permis d'équiper Juliette et Guillaume, Clément Vuillat à la régie. Merci aux médecins de Radio France. Et merci tout particulier aux équipes de nettoyage qui ont désinfecté notre bureau. On les appelle les hirondelles. Susila Arulampalam, Jeanne Nguessan et Marie-Claude Seri, qu'elles soient remerciées de prendre tant soin de nous. Je vous dis à demain. N'oubliez pas, à 19h, on a rendez-vous avec Jeannot et Oli et on se demande bien ce qu'ils vont nous annoncer. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'était Maria Pacôme. Interruption spéciale. Votre entreprise évolue ? MMA vous accompagne pour ajuster vos